Et salut à tous et bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je vous propose la dernière partie de la collection Xbox 360. Comme ça, après, on aura terminé ce week-end toute la 360. Donc voilà, hein, la Xbox 360, on est parti pour la dernière partie. Donc on commence direct avec ce jeu-là, le Dante Inferno. Donc Dante Inferno, qui est un jeu qui est vraiment excellent. C'est un jeu qui est fait par Visceral Games. Donc c'est les mêmes développeurs qui ont fait Dead Space, donc un studio qui appartenait à Electronic Arts en fait, hein. Donc voilà pour ce Dante Inferno, c'était vraiment un jeu qui était tout à fait une pas une copie, mais il avait quand même son propre style, mais c'était quand même un jeu qui était très très ressemblant à God of War 3 justement. Il sortait une semaine avant God of War 3 ou un petit peu avant, je sais plus, ou peut-être un mois avant. Et en fait voilà, c'est un jeu qui a souffert de la comparaison avec God of War 3 parce qu'il est sorti plus ou moins en même temps, et donc on a un peu craché sur ce jeu pour dire que c'était vraiment un jeu qui copiait et tout, mais en fait non, c'est vraiment un jeu qui est très intéressant. C'est un jeu qui a vraiment un excellent gameplay dedans. Il y a un excellent scénario. C'est vraiment super cool. C'est vraiment un super jeu. C'est pas une belle copie de God of War 3. Il a vraiment sa propre identité. Donc là, on joue Dante, hein, Dante qui va récupérer sa femme, hein, Béatrice, hein, dans les cercles de l'enfer, en fait, avec les sept péchés euh, capitaux, je pense, de l'enfer. Et donc, voilà, donc c'est vraiment un jeu qui était bien fait avec des bonnes cinématiques en dessin animé, comme ça, d'animation, qui était vraiment super sympa. Moi, je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment un jeu qui est super sympa. Et je sais pas si vous savez pour l'anecdote, mais ce jeu-là, quand il y a eu la promotion du jeu aux États-Unis, euh, les, l'équipe marketing de Electronic Arts avait engagé des femmes, des prostituées pour séduire les joueurs. Et donc ça a fait polémique parce qu'on utilisait encore une très mauvaise image de la femme pour promouvoir ce jeu. Donc en fait, en gros, ils avaient fait une soirée et celui qui faisait la plus belle photo sexy avait le droit à une nuit d'enfer avec deux femmes qui étaient en cosplay en fait. Donc voilà, donc on est dans une ancienne époque, on est dans 2010, hein, puisque ouais, God of War 3 est sorti en 2010. Donc voilà, un peu honteux, hein, cette promotion, mais voilà, Dante Inferno a un excellent jeu, moi je l'ai vraiment adoré. Il a vraiment son propre style et tout, et il est excellent. Franchement, en plus, encore une fois, ce jeu est encore rétrocompatible sur la Xbox Series, donc vous pouvez vraiment jouer dans des super bonnes conditions. Et même pour l'époque, sur Xbox 360, je me souviens qu'il était super fluide pour l'époque, c'était un truc de fou, c'est un des jeux les plus fluides que j'ai vu sur la Xbox 360. Donc voilà, donc si on n'avait pas de PS3 à l'époque et qu'on avait une Xbox 360, voilà, on pouvait se consoler parce qu'on avait un excellent jeu qui sortait en même temps. Et voilà, bon, il n'a pas su survivre à l'ouragan God of War 3, mais quand même, c'est un jeu qui mérite, c'est un jeu qu'il faut faire une fois. C'est vraiment un jeu excellent, il n'a pas eu de chance pour ça en fait. Donc voilà. Ensuite, on a un petit jeu là, le Ken Lynch Deadman, hein. Donc ça, c'est aussi un des jeux du tout début de la console Xbox 360. Donc celui-là, il était marrant aussi, hein, avec les deux malfrats là, hein. Donc qui leur arrive que des mésaventures. Donc voilà. Alors il y a plusieurs détracteurs. Il y en a vraiment qui détestent, qui trouvent ça vraiment des jeux vraiment scriptés, vraiment nuls, vraiment sans intérêt. Et il y en a d'autres qui adorent parce que franchement, c'est l'ambiance et tout, qui n'est pas au sérieux. Moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé. Franchement, je trouve que c'est marrant. C'est vraiment des petits jeux sympas. Pour l'époque, moi j'ai trouvé ça quand même beau, même si c'est fort téléphoné, c'est fort. Allez, c'est pas très recherché, le scénario ni rien. Le gameplay, c'est un peu facile quoi. Mais moi j'avais bien aimé l'ambiance, j'avais vraiment bien aimé les personnages. Moi ils m'ont bien fait rire, hein, surtout lui. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui est sorti au tout début. Il y a eu un second opus qui est sorti par après, qui s'appelle Ken Lynch Dogstay, que lui est sorti un peu plus tard, mais que par contre lui il est moins bon. Mais par contre le premier Kennedy Deadman, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, je l'ai vraiment trouvé très marrant. Et voilà pour ce Ken Lynch. Ensuite on continue avec Lollipop Chainsaw. Donc Lollipop Chainsaw c'était quoi, hein? Donc c'est un beat'em up, hein, qui se passe dans une école où vous jouez une schoolgirl, hein, qui se fait qu'est-ce qui se passe là-dedans, où il y a une invasion de zombies à l'école, et donc c'est une pop-up girl, elle arrive, elle prend sa tronçonneuse, elle commence à dégommer tous les zombies. Donc ça c'est vraiment un jeu excellent, c'est vraiment un très bon beat'em up, hein. Celui-là il est vraiment excellent et il a vraiment un univers à lui, c'est vraiment un truc très sympa. C'est un jeu aussi qui a été fait par
par Suda51, donc Suda51 qui est un directeur de jeu, un producteur qui est vraiment de génie, hein, qui fait vraiment des jeux super super barrés. Donc moi j'aime beaucoup ce gars qui est un peu fou dans sa tête, hein. Donc là aussi c'est un jeu qui est vraiment excellent, c'est vraiment un très très bon beat'em up. Et dans le même genre, aussi un autre jeu qui est sorti par, euh, par Suda51. Mais alors là, c'est encore différent. Là, ici, c'est encore un jeu très barré. Donc, mais sauf que ça, c'est né d'une coopération entre trois grands noms du jeu vidéo, donc Suda51, Shinji Mikami et Akira Yamaoka, qui est le compositeur de la musique de Silent Hill en fait, hein. Donc voilà, donc ça c'est un super jeu, c'est vraiment un jeu typé Resident Evil 4 avec le gameplay de Shinji Mikami, avec la folie de Suda51 et avec les musiques d'Akira Yamaoka. Juste pour vous dire que ce jeu est une bombe. Vraiment, il est super marrant. On reconnaît vraiment la sauce Suda, hein, qui est vraiment un fou dans sa tête, qui est vraiment un des un des créateurs que j'adore vraiment parce qu'il fait vraiment des jeux barrés, hein. C'était lui aussi qui avait fait le Killer 7 sur la PS2. Il avait été aussi été producteur sur Michigan Report from Hell, qui est un jeu très rare sur PS2, où aussi il y a un concept un peu bizarre, hein. Donc voilà, il est vraiment inventeur de concepts. Il a vraiment des idées bien barrées. Et donc voilà, celui-là il était excellent aussi. Là, vous êtes le gars là, je sais plus comment il s'appelle, mais vous devez aussi aller dans les enfers. Enfin, dans les enfers aussi, c'est un peu comme Dante Inferno, sauf qu'on doit récupérer sa copine à lui, et vous devez battre contre les démons en fait, hein. Donc voilà, c'est excellent, il y a le fusil qui parle et tout. C'est très très foufou, hein. C'est vraiment marrant, c'est vraiment fun, c'est vraiment un jeu pas prise de tête. Par contre, attention, hein, il est quand même assez difficile, hein, même en mode normal. On n'est pas dans un survival horror, hein, on est plus dans un jeu d'action, mais enfin, quoique, il aurait pu être considéré comme un super horror, mais comme il est quand même très marrant et qu'il a quand même très fun, je peux pas le mettre dans un vrai survival horror, mais un excellent jeu ce Shadow of the Damned. Franchement, à faire, il est excellent celui-là, aussi rétrocompatible. Ensuite, on a le Garden Warfare, hein, donc ça aussi c'est excellent, hein. Donc là, on a la bataille entre les plantes et les zombies, quoi. Donc franchement, plantes versus zombies, Garden Warfare, hein. Donc voilà, ça c'est un jeu que tout le monde connaît. Il y a eu aussi un deuxième opus sur la PS4, donc voilà pour celui-là. Bon, ici on a un jeu tiré d'un film à la croisée des mondes, La Boule Soltor. Je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai jamais fait, je n'ai même pas vu le film. Ça me dit rien du tout, franchement. Je sais pas, je vois juste qu'il y a Nicole Kidman qui est là, sur la jaquette. Mais bon, franchement, ça donne pas envie ce jeu. Franchement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Là, on a un autre jeu qui est très sympa aussi. On a The Saboteur. Donc, The Saboteur, qui est un jeu qui se déroule pendant l'occupation des Allemands en France, hein, donc dans la ville de Paris. Donc là, c'est excellent. Vous jouez un résistant français, hein, qui va dégommer les Allemands en détruisant les tours, en détruisant les camps nazis enfin les camps allemands dans la ville de Paris. Donc c'est vraiment un jeu super sympa. Moi, je l'ai pris en version anglaise parce qu'il y a vraiment une raison par rapport à ça. C'est parce que la version anglaise n'est pas censurée, alors que la version française est censurée. En gros, dans la version censurée française, vous n'avez pas droit au croix gammées et aux tout, des trucs comme ça, alors que dans la version anglaise, tout est libre. Donc voilà, pour, euh, pour ce saboteur, donc c'est une belle censure qu'ils ont pratiquée, hein, mais comme un peu comme ils font l'Allemagne et tout. Pourtant, la France n'est pas connue pour être un pays qui censure, hein. Généralement, ils laissent en Belgique et en France, en général, la liberté d'expression est assez forte, mais bon, là, on touche quand même à une période sensible dans l'histoire de l'occupation de France, hein. Donc voilà, donc peut-être que c'est pour ça. Et voilà, donc c'est un jeu de Pandemic, un Pandemic qui est un excellent studio, hein, qui ont aussi fait les Battlefront sur PS2, ils ont fait les Destroyer Human sur PS2, ils ont vraiment fait des très bons jeux. Dommage que ce studio-là a fermé parce que c'est vraiment un studio qui avait des très très bons jeux et à chaque fois, ils faisaient vraiment des jeux pas différents, mais ils arrivaient à prendre un genre de jeu et à sublimer et à vraiment avoir leur propre personnalité. C'était pas des bêtes copies, c'était vraiment des jeux intéressants ils savaient sortir vraiment leur épingle du jeu Pandémique, hein. Dommage qu'ils ont fermé. Bah bon, comme d'habitude, hein, Electronic Arts a fermé tous les studios, hein. Ils ont fermé Pandemic, ils ont fermé Visceral, ils ont fermé EA Redwood Studio, enfin ils ont fermé tous les studios hyper bons de EA, ils les ont fermés. Ensuite, on a encore un autre jeu, hein, de hier, donc le Parrain 2. Alors celui-là, il est aussi bien. C'est aussi un jeu, le Parrain, dans l'univers la mafia et tout. Sauf que celui-là se passe plus à Cuba. Il est quand même plus fun que le premier. Mais moi,
il est sympa, hein. On peut faire on peut escroquer des magasins, on peut faire plusieurs trucs dans le jeu, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Mais moi, par contre, j'ai quand même préféré le premier parce que le premier parrain, il est quand même beaucoup plus raccord par rapport au film, il est beaucoup plus sérieux dans le jeu, il est beaucoup plus froid, donc il est plus proche par rapport au film avec l'acteur Marlon Brando, hein. Donc le premier, là, je le possède pas sur Xbox 360, mais je le possède sur PS3, donc j'en parlerai du premier parrain quand on fera la collection PS3. Mais il est chouette, mais plus fun, donc du coup moins sérieux et donc moins d'ambiance par rapport au film Le Parrain. Donc ici on continue avec deux exclusivités de la Xbox 360, donc Halo 3 et Gears of War. C'est deux licences que je n'ai typiquement pas aimé, hein, chez Microsoft. Donc le Halo 3, je l'ai même pas essayé. Moi j'avais fait le premier Halo et le deuxième Halo sur la première Xbox. Donc c'est des jeux que j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé vraiment ça pas terrible. Je n'ai jamais compris toute la hype qu'il y a autour de la série Halo. Mais bon, ça plaît quand même à beaucoup de joueurs. C'est vrai que pour l'époque de la première Xbox, c'est vrai que c'était un des premiers jeux qu'on pouvait jouer en ligne sur la console Xbox. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a eu un petit succès. Mais je trouve pas que c'est une licence très forte. Franchement, moi, c'est une licence que je sais pas si elle est encore très très si forte que ça, hein. Ils ont fait un dernier Halo, mais il me semble que les chiffres n'étaient pas terribles. Ou alors peut-être que je me trompe, mais alors le jeu était peut-être décevant, il a eu une mauvaise critique. Et Gears of War non plus, ça je ne comprends pas du tout. On m'a toujours dit que c'était un excellent jeu. Franchement, moi je me suis vraiment emmerdé dans ce jeu. C'est vraiment un des pires jeux que j'ai fait. Je l'ai fait tout seul, hein. Je l'ai pas fait en coopération, donc c'est peut-être pour ça que ça retire tout le bon côté du jeu. Donc c'est peut-être dû à ça. Peut-être que c'est un jeu qui doit vraiment être joué en coopération, même si je pense que Gears of War le premier n'était pas en coop. Ça je sais pas, à vous de me dire parce que je ne m'y connais pas tant que ça. Mais moi, je m'étais vraiment ennuyé. Et je trouvais vraiment les personnages trop gros, trop lourds. Enfin, quand ils marchaient, c'était un peu ridicule. Quand ils couraient comme ça avec leur grosse armure, je trouvais ça déjà un peu ridicule, hein. Franchement, moi, je trouvais par exemple, allez, quand on voyait Uncharted à côté qui était magnifique, ça faisait un peu peine à voir quoi, quand même, hein. Mais bon, c'est une licence qui est quand même respectée par beaucoup de joueurs, donc on va pas cracher dessus, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont vraiment adoré, qui ont vraiment joué beaucoup ça en réseau, donc ça peut être un bon jeu à mon avis à jouer en coopération ou en réseau. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que c'est pas des licences très fortes. Ici, on a un Dynasty Warrior Gundam, hein. Donc voilà, donc un jeu de mecha, hein. Donc moi, les jeux de mecha, c'est vraiment pas mon truc non plus, donc ça je sais même pas fait, je sais même pas ce que c'est. Ici, on a le Mafia 2, donc le Mafia 2, moi j'aime beaucoup la licence Mafia, hein. Donc j'avais fait le premier Mafia sur la PS2, j'ai fait le suivant sur la Xbox 360, et celui-là, je l'avais bien aimé, hein. Il y a vraiment une super bonne histoire, enfin, même si c'est un peu téléphoné, hein, c'est quand même une repompe des films de mafieux, hein, comme Le Parrain et tout, hein, mais c'est très peu. Allez, comment dire? C'est pas surprenant, hein, c'est un scénario classique, c'est vraiment ça. Mais par contre, j'ai trouvé que l'histoire allait encore, le jeu était sympa. Même si l'open world ne servait pas à grand chose dans ce jeu-là, c'était plus pour un prétexte pour faire des missions. Mais il reste très sympa, il est quand même bien meilleur que le Mafia 3 qui est sorti par après, mais il est moins bon que le premier. Le meilleur Mafia, c'est quand même le premier, mais ça va, c'est quand même un jeu qui est sympa. À l'époque, on s'en plaignait pas. Il était quand même beau pour l'époque, donc voilà, un jeu tout qui est game, hein. Donc voilà, c'est aussi un éditeur qui appartient à Tech2 Interactive, hein. Donc la société mère qui détient Rockstar Games et GTA, hein. Donc voilà pour ce Mafia 2, hein. Donc un jeu sympa. Au début, on commence en Italie, puis après on retourne en Amérique, on retrouve un cousin, donc voilà. Et puis on devient tout d'un coup, on rentre dans un gang mafieux et on prend le contrôle de la ville. Celui-là aussi, je pense qu'on fait un passage en retournant en prison. Donc voilà, il y a du gameplay assez inventif dedans, une histoire qui se suit, hein, mais rien de surprenant, hein. Un truc vraiment classique qu'on a vu et revu dans tous les films de mafieux. Donc dommage, mais pas mal non plus. Ensuite, euh, hop là, on a The Club ensuite, hein. Donc le The Club qui est sympa aussi. Donc celui-là, c'est un jeu de score où on doit tirer. Donc voilà, ça c'est sympa sans plus, hein, en fait, hein. C'est un petit jeu comme ça qui est qui est sympa, mais qui n'est pas non plus excellent, hein. Donc voilà, si vous aimez bien les jeux de score comme ça peut toujours être cool, hein. Il me semble qu'il y a eu un portage sur la PS4, je suis pas sûr. Ou peut-être ou peut-être que c'est un autre jeu qui a été porté, je sais plus, hein, mais c'est un jeu Sega, donc voilà, les jeux Sega en général ils sont quand même bien.
Ici, on a une autre licence qui est excellente aussi, hein, c'est la licence BioShock, hein. Donc, moi, j'avais vraiment bien aimé le BioShock, surtout le premier. Le premier que j'ai adoré. Le 2 sympa aussi, mais un peu moins bien quand même. Et le 3 je l'ai pas aimé du tout. Le 3 je trouve que c'est la goutte de trop. Surtout que on se balade avec une fille qui nous donne toutes les munitions et tout, donc un peu facile, hein, celui-là. Et puis, j'ai pas trop aimé l'univers dans le ciel, hein. J'étais vraiment plus fan de la ville qui était dans l'océan là, qui était avec l'histoire dans le un et dans le 2 qui était vraiment sympa. Donc voilà, BioShock c'est pas mal. C'est quand même des FPS aussi ça, mais qui sont très sympas et qui ont une très bonne histoire et un très très bon lore. Bon, aussi on a les experts, hein, donc ça c'est un petit jeu d'enquête, hein, sans prétention, hein, ça c'est pas exceptionnel ça. Voilà. Ici on a le Vampire Ren, hein, qui est un jeu ridicule aussi, hein, là où on joue un espèce de gars qui ressemble un peu à Splinter Cell, hein, c'est un jeu d'infiltration où les vampires vous tuent en un coup en fait, donc faut faire super attention. C'est un jeu assez difficile, hein, c'est un jeu qui va loin dans l'infiltration et tout, mais c'était pas non plus le meilleur jeu et tout quoi. C'est un jeu sympa en plus. On continue avec une compilation des Zone of the Enders, donc voilà, des jeux de mecha, hein, donc qui étaient sortis sur la PS2 aussi cela. On continue avec le Dead Island Riptide, hein, donc voilà, un jeu de zombies sympathique mais pas excellent non plus, hein, celui-là c'est pas le meilleur. Darksider aussi, un espèce de God of War-like qui est sympa aussi celui-là, mais pas non plus. J'ai bien aimé le premier Darksider, mais j'ai trouvé qu'après c'était pas foufou quoi. J'ai pas trop aimé cette licence là. Le Wolfenstein aussi du FPS avec contre les Allemands aussi celui-là. Donc celui-là je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait un autre qui s'appelle The New Order que j'avais bien aimé. Donc ouais, donc qu'on se bat contre les Allemands. Les Allemands ont gagné la guerre mondiale et il faut de nouveau les attaquer. Et donc il faut reprendre le contrôle et tout contre les Allemands. Donc voilà, du classique, un Wolfenstein qui est quand même connu, hein. C'est quand même un très très vieux jeu, hein. C'est l'ancêtre de Doom, hein, il me semble, hein. Donc voilà. Ici, on a Marvel vs Capcom 3. Donc voilà, ça c'est un jeu de versus, hein, en crossover contre les personnages de Capcom contre les héros Marvel, hein. Donc ça c'est un jeu que j'aimerais bien avoir sur PS2. En fait, il y a un jeu qui s'appelle Marvel vs Capcom sur PS2 qui est assez cher quand même, hein, qui est un cross avec Capcom et Marvel et que j'aimerais vraiment avoir sur PS2. Mais donc cette version de Xbox 360, je m'en fous un petit peu, mais moi j'aimerais vraiment avoir la version PS2 pour la foutre dans mon full set, enfin dans ma collection PS2 Jap. Mais on ils sont sympas les jeux de Capcom. En général, tous les jeux de versus de Capcom sont de haut niveau, hein. C'est quand même dans le niveau de combat. Andorre SNK, Capcom, c'est quand même, ils se débrouillent vraiment très bien. Tous leurs jeux de combat de versus sont vraiment extraordinaires, hein. Ici, on a le SSX, hein, donc SSX aussi, qui était un jeu qui était sorti avant sur la PS2, hein. Donc voilà, ils ont fait un opus pour la Xbox 360 et la PS3. Beaucoup plus beau, beaucoup plus maniable, mais par contre, il est beaucoup moins fun que les SSX qui étaient sortis avant. Moi, j'ai vraiment adoré le premier SSX, j'ai vraiment adoré le SSX. Comment il s'appelle, le 3 et le Tricky que j'avais vraiment bien pensé à l'époque de la PS2, mais celui-là je l'ai pas trop si, je l'ai quand même aimé, mais je l'ai trouvé quand même moins fun et moins amusant que les SSX d'avant. Ensuite, on a eu Titanfall, hein. Titanfall, ça c'est une licence que je n'ai jamais fait, ça, je me suis jamais intéressé à ça. Ici, on a un autre petit survival horreur à l'ancienne, hein, donc Alone in the Dark, hein, qui est quand même une licence importante pour survival horror, hein, parce que vraiment Resident Evil c'est inspiré du premier Alone in the Dark, pas celui-là, mais la version qui était sortie sur PS1 et sur PC. Et ben en fait, Capcom a avoué qu'ils se sont quand même inspirés du premier Alone in the Dark, hein. Donc voilà, si Resident Evil existe dans ce sens-là, dans ce guild de gameplay-là, et, sur PS1 et sur PC, bah, c'est grâce à la licence Alone in the Dark qui avait tout lancé à la base. Donc pour cet épisode-là, je ne l'ai pas fait non plus. Moi, j'ai fait sur PS2, et en fait, j'ai trouvé que
La jouabilité était vraiment horrible dans ce jeu et je n'ai pas su jouer dedans, il était vraiment nul. J'ai pas su avancer dans le jeu parce que je trouvais vraiment que le gameplay, les touches et tout n'étaient pas bien faits. Ils ont pas bien réfléchi pour ce jeu, donc voilà, c'est un jeu que j'ai repayé 5 € pour la première Xbox. Donc pour vous dire, hein, comme quoi les jeux sont vraiment pas chers sur Xbox 360. Mais non, celui-là, peut-être il est peut-être mieux sur la Xbox 360, je sais pas, on verra, mais faut voir ce que ça donne. Ici, on continue avec deux immondices dans les Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Donc pour moi, c'est vraiment les pires Resident Evil. Hein. Ceux-là, c'est vraiment... Bon, le 5, c'est une honte. Hein. C'est un jeu fun où on joue en coopération, donc il n'y a rien de sur l'horreur. Et le 6, il m'a tellement gonflé, il est tellement nul que j'ai même pas envie d'en parler. C'est vraiment un jeu qui fait honte à Capcom. Hein. Celui-là, franchement, ils ont vraiment exagéré avec celui-là. C'est vraiment... Vraiment, la licence Resident Evil, elle part vraiment dans tous les sens. Et même les derniers épisodes qui sont sortis ne sont pas terribles non plus. Mais moi, je suis parti vraiment de la première génération de Resident Evil. Hein. Je suis parti de ceux qui aiment bien les survival horror à l'ancienne et pas ces jeux-là, quoi, tu vois. Là, on a la légende de Beowulf. Donc voilà, Beowulf qui est un film qui était fait aussi hein, dans un certain style. Mais celui-là, je l'ai pas fait non plus. Je sais pas quel style de jeu c'est. Ici, on a un autre jeu qui est sympa, ce qui s'appelle La mémoire dans la peau. Donc ça, c'est un jeu sympa. C'est par rapport au film là, La mémoire dans la peau. Donc c'est un jeu où on faisait plusieurs missions. On pouvait jouer un peu infiltration, un peu bourrin, comme ça. C'était un jeu qui était assez cool. Hein. C'est un jeu qui était aussi sorti assez tôt dans la première Xbox, je crois en 2008 ou 2009. Et donc ouais, celui-là, j'ai quand même bien aimé. C'est quand même un jeu qui est cool. Hein. C'est un jeu qu'on peut refaire, on prendra du plaisir. Je pense qu'il a quand même assez bien vieilli, je crois. Ici, on a le début de la fin pour Tony Hawk, hein, donc Tony Hawk American Western, donc qui est le dernier qui est dans la lignée des Tony Hawk Underground. Hein, donc celui-là, franchement, on sent que c'est la fin, le concept commence à s'essouffler. Donc voilà, pas rien de mal, hein, ça reste encore un Tony Hawk appréciable, hein, c'est quand même un très bon opus, mais on sent que la fin de la série Underground et qu'on sent bien qu'ils voulaient passer à autre chose. Et donc voilà, mais il est sympa. En plus, c'est aussi un jeu qui est sorti sur la PS2, donc je crois qu'il doit être plus beau sur la Xbox 360 ou peut-être qu'il est mieux optimisé sur PS2, je sais pas. Mais en fait, c'est un jeu qui est sympa, mais on sent la fin quand même. Bon, ici on a le petit PES 2009, hein, donc voilà, c'est encore un petit jeu de foot, hein, donc voilà. J'ai plein de FIFA sur la Xbox 360 et j'ai qu'un seul PES. Moi, les PES, j'ai commencé à les lâcher à partir du PS6 en fait. Avant j'avais le PS4, PS5, PS3, j'avais tout le temps les PS, je les achetais tout le temps, avec les FIFA aussi, sur la PS2, mais ensuite à partir du 2008, là où ils ont commencé à faire 2008-2009, ben, j'ai celui-là parce que je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, mais j'avais déjà arrêté de jouer à PS parce que voilà, toujours le même problème. Hein. Aucune licence, des clubs qui n'ont rien à voir, des noms qui n'ont rien à voir. Enfin, à l'époque de la PS2, c'était terrible hein, quand même. Hein. Le gameplay était super bien, mais ils avaient aucun droit sur les clubs, donc c'était un peu ridicule quoi quand même. Hein. Avec la Ligue des Masters là qu'ils avaient fait là. Mais bon là, on voit quand même qu'ils ont quand même pu avoir le badge de la Ligue des Champions. Donc à mon avis, peut-être que cela, c'était déjà à l'époque où ils commençaient à payer pour reprendre. Quelques partenariats avec les clubs et avec la FIFA parce que c'est vrai que pendant longtemps la Ligue des Champions n'a pas été dans FIFA. Et si on a le top 4 Virtua Tennis 2009, hein, donc voilà, c'est deux jeux de tennis, hein, avec Agassi là et Nadal, Federer et tout. Donc voilà les jeux de tennis. Hein, donc les jeux de tennis, moi j'ai vraiment bien apprécié ça, surtout à l'époque de la PS2. Et voilà, on avait beaucoup de jeux de tennis à l'époque hein, qui sortaient. On avait tous les Roland Garros qui sortaient chaque année. On avait vraiment tous des jeux comme ça, des Agassi Legends et tout aussi sur PS2. Mais John McEnroe aussi. Mais voilà, donc les jeux de tennis commencent à s'essouffler maintenant, donc on n'en voit plus tant que ça. Donc voilà, c'est la fin pour ce jour-là. Mais la série Top Spin était vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment passé bons souvenirs sur la série Top Spin, surtout sur la PS2. Et les Virtua aussi. Hein. Virtua, c'est fait par Sega en général. C'était super bien aussi. Hein. Il y a aussi les jeux. Il y a aussi les Virtua Tennis sur la PS2 hein, qui est excellent aussi, hein, mais qui est à la base sorti l'épisode PS2 sur la Dreamcast. Et on termine avec le SmackDown vs Raw 2011. Hein, donc voilà, donc moi j'ai plus aimé. J'ai adoré les jeux de catch jusqu'au SmackDown vs Raw 2008 ou 2009. En fait, à partir du moment
où j'ai acheté le premier SmackDown sur la PS3, ben j'ai pu aimer parce que j'adorais tellement les jeux SmackDown sur PS2. Je les trouvais vraiment sympas, je les trouvais vraiment fluides. Et quand on jouait dans le premier sur la PS3 où je voyais qu'il donnait le catcheur en l'air et il fallait choisir vers le bas, vers le haut, vers le côté pour, enfin ça c'était pas du tout réaliste, c'était un peu ridicule quand on y pense, hein, les premiers SmackDown sur PS3. Donc voilà, moi j'ai complètement lâché la licence de catch, mais par contre, je pourrais vous montrer parce que je possède beaucoup de jeux de catch sur PS2. Donc peut-être avoir dans une prochaine vidéo, peut-être que je vous ferai une collection spéciale PS2, surtout mes jeux de wrestling. Mais voilà, pour le SmackDown vs Raw 2011 avec Undertaker, Randy Orton, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'était des jeux à l'époque que j'avais bien aimé, mais que maintenant c'est plus du tout, j'ai plus du tout suivi, hein. Je crois que c'est le dernier, le récent que j'ai, hein, le 2011, hein, quand même. Maintenant on est quand même en 2023, donc ça fait très très longtemps que je n'ai plus acheté un jeu de catch, hein. Même sur PS4 j'en ai pas. Ouais, je crois que c'est le dernier que j'ai acheté celui-là. Enfin, dans la date, hein, c'est le 2011, donc après ça je l'ai plus acheté. Et voilà pour ma collection Xbox 360. Merci, à la prochaine.